Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans ce jeu talk, je vais vous parler d'un gros coup de cœur que j'ai eu concernant ce deck building qui s'appelle Aeon's End. Allez, je vous en parle plus maintenant, c'est parti. Kevin Riley, l'auteur d'Aeon's End, nous revient avec un nouveau standalone extension pack pour Aeon's End. Si vous ne connaissez pas ce jeu de deck building qui fait ravage et qui casse un peu les codes de ce genre, eh bien vous allez voir qu'on a un formidable jeu de société avec celui-ci. C'est un jeu de 1 jusqu'à 4 joueurs pour des parties qui avoisinent à peu près les 45-60 minutes au minimum, qui peut aller bien évidemment jusqu'à au-delà. Et c'est un jeu qui vaut à peu près une quarantaine, cinquantaine d'euros. Le pitch un peu de ce Aeon's End, vous devez défendre la cité de Gravehold face à bien des ennemis et puis des puissances démoniaques qui veulent interférer et réduire ce monde en cendres. Vous êtes des guerriers mages qui vont tenter au travers de barrières lancer des sorts pour justement essayer de détruire ces ennemis. Si vous arrivez, Gravehold vous est reconnaissant. Si vous perdez, de toute façon, tout le monde est mort pour pas vous dire le pourquoi du comment. Allez, sans plus attendre, on se fait un petit focus sur Aeon's End. Voilà ce qu'on va avoir sur une mise en place. Alors bien évidemment, ce jeu, même s'il se joue en solo, il faut quand même avoir d'autres mages. Mais là, pour plus de lisibilité, je vous ai mis uniquement un seul mage. Concernant les mages, vous allez en avoir plusieurs. Alors laissez-moi vous les montrer, mesdames et messieurs. Vous en allez voir qu'il y en a pléthore. Nous avons un chaman mystique, nous avons une marcheuse du vide, nous avons un mage de la brèche, une conseillère, nous avons un protecteur assermenté par le gouvernement, nous avons une prodige fille du vide, nous avons un exilé clairvoyant, une ombre bestiale, et nous allons avoir un mage de la brèche qui est un assassin que j'ai pris ici. À côté de ça, nous allons mettre ensuite le gros monstre. Il s'agit ici du titan de l'ombre, mais vous allez avoir le couronne creuse, vous allez avoir la sorcière du portail, attention ça fait peur, et le démon des voiles. À chaque fois vous avez un historique derrière, une mise en place un peu particulière, et puis surtout des effets de déchaînement et des règles supplémentaires pour chaque autre monstre. Comment se joue ce Aeon's End? Un peu sur le plateau, on va avoir le marché qui se trouve ici, c'est un deck building, du coup vous allez pouvoir acheter votre carte dans votre starter pour augmenter et harmoniser votre paquet de cartes. Nous allons avoir le paquet menace qui se trouve ici, qui va justement être tiré par rapport à la phase de Némésis que vous allez avoir. Les points de vie du titan de l'ombre, il est à 70, et les points de vie de la ville que vous devez défendre qui sont toujours à 30. Si on arrive à 0, vous avez perdu. Si vous arrivez à 0, vous avez gagné. Si tous les mages sont morts, vous avez perdu. À côté de ça, nous allons avoir des brèches ouvertes. Alors les brèches ouvertes, vous allez voir, c'est hyper important. C'est ce qui va vous permettre de balancer des sorts pour détruire à la fois les cartes d'ennemis qui vont arriver, mais surtout fatiguer et rendre à néant le titan de l'ombre. C'est un deck building très particulier et très intelligent à mon sens, qui casse vraiment les codes du deck building. Vous allez voir le pourquoi du comment. Vous allez commencer avec votre main de départ. Mais votre main de départ, en fait, est directement stipulée par votre main de départ. C'est-à-dire, on prend obligatoirement dans sa main 3 cristals, une extinction ici pour Kilius, et nous avons une étincelle. La pioche, pareil, vous allez voir en fait ce que vous allez récupérer. Vous savez que les 3 prochaines cartes de la pioche sont des cartes de cristal, ensuite une carte d'extinction et ensuite une carte d'étincelle. Et là, vous allez me dire, mais what the fuck, qu'est-ce que ça veut dire? On arrive à gouverner du coup le tirage au sort des cartes et on n'a plus de hasard? Eh bien, c'est totalement ça. Vous n'allez pas avoir de hasard, vous allez essayer de comboter avec votre défausse qui va reconstituer votre pioche. Dans ce jeu de deck building, c'est hyper particulier et hyper bizarre au début. On ne mélangera jamais, au grand jamais, sa défausse. Elle reviendra en fait avec la dernière carte défaussée au-dessus. Et tout ça, c'est juste magistral dans le jeu. On commence avec le tour d'un joueur. Comment se passe le tour d'un joueur? Alors, on a l'ordre de tour ici. Je vous dis, on commence par le tour d'un joueur. Mais non, si ce n'est pas votre joueur en fait qui commence, ça peut être le Némésis ou un autre joueur. Mais là, vous tirez une carte d'ordre du tour. C'est le joueur numéro 1 qui joue. Il s'avère que c'est Kilius. Kilius, il a déjà ses cartes en main et il peut jouer. À son tour de jeu, on a la phase d'invocation. La phase d'incantation, et non pas d'invocation, je suis bourré, excusez-moi. La phase d'incantation vous permet de lancer, si vous le souhaitez, vous allez voir c'est particulier ici aussi, des sorts que vous avez dans les brèches ouvertes,
Ou alors, si vous avez des sorts eh bien, sur les brèches fermées, vous êtes dans l'obligation de les balancer. Vous ne pouvez pas les garder. Alors que dans les brèches ouvertes, vous pouvez garder un nombre voilà, de sorts, c'est toujours 1 par brèche, mais vous pouvez les garder dans 4, 5, 6 tours si vous voulez faire une grosse combo, etc. Vous pouvez ouvrir des brèches eh bien, en stabilisant des brèches. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous payez le coût de stabilisation qui est de 3 cristaux ici, vous le retournez, vous payez le nombre de cristaux ici, et vous retournez votre carte qui se trouve être une brèche ouverte. Attention, il faudra stabiliser des fois un peu plus parce que voilà, le coût est vraiment pharaonique. 10 pour ouvrir une brèche, il faut vraiment la tourner pour l'avoir à 4 et non pas à 10. Donc ça déjà, c'est une bonne méca que j'ai vraiment adoré là-dessus. Et on commence ensuite avec la phase principale, une fois que la phase d'incantation est passée. On peut jouer n'importe quelle carte qu'on a dans la main. Donc on peut jouer par exemple, voilà, je vais jouer un cristal, je vais jouer un autre cristal, je vais jouer par exemple un autre cristal, ça me coûte 3 pour acheter ça, je veux l'acheter, je vais mettre ça ici, je vais mettre ensuite une extinction dans ma brèche ouverte et je vais mettre une étincelle dans ma brèche ouverte. Donc ces deux sorts déjà, je suis sûr de les balancer quand je veux et non pas à mon prochain tour. Donc ça, c'est vachement bien, ça me permet de temporiser un tout petit peu. Par contre, si par exemple, je ne voulais pas utiliser l'étincelle, je la garde dans ma main, mais les cartes que vous avez dans la main ne se défaussent pas. Donc ça, c'est hyper important et vous recomplétez toujours votre main de 5 cartes. Une fois qu'on a fini tout ceci, eh bien, chose intéressante, les cartes qu'on a jouées, elles vont dans la défausse, mais elles ne vont pas dans le sens en fait que vous avez joué, vous les réorganisez comme vous voulez. C'est-à-dire que s'il y a une carte un peu plus intéressante que je veux avoir hyper rapidement, j'ai tout intérêt à la jouer en fait et la mettre en dernière position pour justement, lors de ma prochaine pioche, elle arrive en première position. Donc je colle tout ça dans la défausse, je récupère mes 5 cartes que je connais, 1, 2, 3, 4 et 5. C'est bien les 5 cartes que j'avais eues à côté. Et on recommence un autre tour de jeu. On a ensuite, eh bien, c'est à mon tour de jouer. Bah ça c'est formidable, je ne m'y attendais pas. Alors du coup, comment ça se passe? On repart sur une phase d'incantation. Je vais balancer eh bien, mon extinction qui vient ici. Je vais balancer mon étincelle qui vient ici. Je vais mettre 2 dégâts eh bien, au titan de l'ombre. Il passe à 68. Donc vous voyez, je ne fais pas tellement de dégâts. Il va falloir acheter des trucs qui punchent un peu plus. Et ensuite, je peux acheter et mettre, comme tout à l'heure, eh bien, mes trucs. Donc je vais mettre encore une extinction, une étincelle, et je vais ensuite eh bien, avoir 3 cristaux. Alors les cristaux, je les mets là. Je peux encore acheter autre chose, donc je pourrais acheter ça. Ou alors je pourrais acheter un totem de mage. Eh bien, on va dire que là, je ne vais rien acheter. Je peux directement pour 2 cristaux mettre un jeton charge là-dessus. Une fois que tous mes jetons charge ont été placés en bas, eh bien, je peux directement faire mon vœu de quiétude qui s'active durant ma phase principale, c'est-à-dire que j'infligerai 2 dégâts pour chaque trophée que je vais avoir sur Cullius. Donc Cullius, comme vous pouvez le voir, vous avez intérêt à dézinguer du monstre et avoir des jetons trophées pour ensuite déchaîner votre charge et pour caler un nombre maximum de points de dégâts contre le monstre. Donc lui, il est assez sympa là-dessus. Mais par contre, si je ne veux pas acheter ici, je pourrais, avec les cristaux, donc on est toujours dans cet exemple de 3, eh bien, de stabiliser par exemple ma barrière numéro 3 et de la tourner comme ça pour que voilà, je passe à 9 pour l'ouvrir et là je suis à 7. C'est encore délicat, il va falloir que je la restabilise une autre fois pour pouvoir passer à 5 et là on arrive un peu plus à un coût qui est acceptable. Bien évidemment, avec les cristaux que vous jouez qui sont la monnaie du jeu, hein, vous pouvez très bien, eh bien stabiliser une brèche, acheter un truc et puis mettre des pions charge. Hein. Donc là j'ai uniquement 3, il n'y a pas de problème. Donc voilà, tout ceci revient là-dedans. Je dois piocher 5 cartes et là, je ne mélange rien, je garde ça, je retourne et je récupère ma première carte, ma deuxième, ma troisième, ma quatrième et ma cinquième. Et là, si on regarde la main, eh bien, il se trouve qu'effectivement, je retrouve la carte que je viens d'acheter au précédent truc. Donc vous voyez, ça vous permet d'avoir vite vos cartes, etc. Il y a plein de combos à faire, hein, donc il n'y a aucun souci, bien évidemment. Là-dessus, ça reste du deck building pur. Une fois qu'on a fait ça, c'est l'ordre du Némésis à un moment donné qui va jouer. Quand la carte Némésis sort, on va tirer la première carte directement s'il n'y en a pas. Par contre, s'il y a une carte au préalable de jouer et qui reste là X ou Y tour parce que ce sont des ennemis ou alors eh bien, des pouvoirs sordides, eh bien, vous retirez déjà, si c'est un pouvoir sordide, hop, une charge directement. Dès qu'il n'y a plus de charge, vous faites l'effet de défausser. Donc il va falloir aussi essayer de gérer eh bien, les choses qui arrivent. Et si c'est un monstre comme celui-ci, il va vous infliger, entre guillemets, des dégâts soit à la cité, soit chez vous, ou alors il va renforcer le super grand ancien, le titan, etc. Donc on va dire qu'on est dans ce postulat-ci, on a enlevé une carte, un petit pion charge. On a tiré cette carte, elle vient ici.
Du coup, quand cette carte elle arrive, si ce n'est pas des effets immédiats, on ne fait rien avec les effets durables, etc. Donc là, il n'y a aucun problème. On va rejouer par exemple un autre tour. Voilà, c'est le Némésis. Il enlève une carte, un pion charge, pardon. Il y a le Cryptid qui est le serviteur qui va m'attaquer, entre guillemets. Donc ça veut dire quoi? Le joueur ayant le sort préparé le plus cher défausse ce sort. Le plus cher, c'est entre les deux. Bah tiens, je vais défausser l'étincelle, par exemple, et je vais la mettre ici. Ou alors, le titan de l'ombre perd l'un de ses jetons Némésis. Bah tiens, on va faire ça, par exemple. On va enlever un jeton Némésis. Alors attention, parce qu'avec ce titan, dès qu'il n'y a plus de jetons Némésis, bah, vous avez perdu en fait directement la partie. Une fois qu'on a fait tout ça, on va retirer une nouvelle carte. Et là, c'est un autre serviteur. Donc vous voyez, à mon tour, il va falloir que je gère quand même tout ça. Hein. Donc c'est un peu compliqué, sinon, dès que ça revient, hop, on va remélanger tout ceci. Et il se pourrait qu'à la fin de la phase Némésis, là, que les cartes ont été jouées par la Némésis, eh bien, il y ait une autre carte, voilà, Némésis qui arrive. On refait encore le truc, du coup, on enlève ça. Là, du coup, on n'a pas pu dépenser 6 charges pour défausser cette carte. Elle part dans la défausse. Et ensuite, le titan de l'ombre perd 2 jetons Némésis. Allez hop, c'est cadeau, 2 jetons qui partent. Ensuite, on a le Cryptid, lui qui nous permet de défausser. Donc là, on n'a pas envie de perdre un jeton, on défausse ça. Et on a maintenant le Fouilleur. S'il y a 2 cartes ordre du tour de la Némésis dans la défausse, eh bien le titan de l'ombre perd 2 jetons Némésis. Ou alors, Grévold subit 2 dégâts. Donc là, il n'y en a qu'un, ça va. Et on va tirer bien évidemment notre nouvelle carte. Et là, c'est une carte violette. Les cartes violettes, c'est immédiat. Ce sont des cartes d'attaque qui vont directement dans la défausse. Et là, on nous dit que les joueurs détruisent collectivement 2 sorts préparés les plus chers. Sinon, le joueur Némésis perd 2 jetons. Eh bien, on va défausser ça. Et vous voyez que là, ma brèche, finalement, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de sorts. Donc, ça peut aller vraiment, vraiment très vite. Et là, on a un tour qui est le mien. On recommence. Donc, bien évidemment, hein, voilà. Je pourrais jouer, eh bien, je ne sais pas, tiens, une étincelle ici. Ensuite, je pourrais jouer autre chose. Non, ça, c'est pas ça. Ça, c'est ma pioche, maudit sois-tu. Donc, hop, on est ici. Voilà, je pourrais jouer, par exemple, le magnétique congelé. Donc, j'ai 3, 4, 5. Et à 5, je pourrais acheter, par exemple, l'aurore qui se trouve ici, qui me permet de caler 3 dégâts. Par contre, grâce, comme vous pouvez le voir, à la magnétide congelée, vous pouvez placer la prochaine carte que vous acquérez lors de ce tour au sommet de votre pioche. Donc, au prochain tour, je suis sûr de l'avoir, ce qui me permet de mettre mon sort directement sur la brèche ouverte. Et vous faites tout ceci jusqu'à gagner ou alors jusqu'à perdre votre partie. Allez, on dézoome et on donne son avis directement sur Aeon's End. Alors moi, c'est gros coup de cœur sur ce jeu parce que j'aime beaucoup les deck building et c'est vrai que les jeux de cartes de style Legendary, Legendary Encounters ou DC Comics, Marvel, tout ça qui vous permet de jouer un tout petit peu. Viking Goldsworld, et je vous laisse en commentaire citer d'autres deck building que vous préférez. Moi, je suis assez fanat là-dessus. Et là, au début, je me suis dit, bon, tout le monde l'encense, j'ai pas pu jouer, je sais pas ce que c'était. J'avais eu des échos comme quoi c'était vraiment assez sympa et très tendu. Effectivement, c'est très sympa et c'est extrêmement tendu. Le Titan de l'ombre que je vous ai montré, c'est le truc le plus simple à jouer dans cette boîte. Mais il est super chaud et j'ai gagné à chaque fois sur le fil, c'est-à-dire si c'est vraiment la carte Némésis qui arrivait, c'était mort et si il y avait une autre truc, c'était mort aussi. Donc voilà, c'est vachement bien comme jeu. Ce qui est déroutant au début, c'est que ça casse les codes du deck building. C'est-à-dire, normalement, dans le deck building, alors quand vous achetez des cartes, vous les mettez au-dessus de votre pile. Donc ça, on connaît. Hein. C'est des trucs qu'on retrouve aussi dans Aeon's End. Mais généralement, vous les mettez dans votre défausse ou alors vous les mettez dans la main. Enfin, bon bref, vous les mettez quand même généralement dans la défausse. Là, c'est pareil, on met ça dans la défausse. Par contre, la défausse a un poids vraiment essentiel dans Aeon's End parce que c'est là où vous allez comboter en fait et vous allez anticiper le tirage des cartes. Chose qui est un peu compliquée dans les deck building, c'est on se dit « Ah mais tiens, si vraiment j'ai eu l'opportunité d'avoir eu cette carte avant, j'aurais pu comboter avec celle-là. » Et bien là, vous avez l'opportunité de faire votre pioche en disant « Ok, alors je veux ça au prochain tour, je veux ça aussi, je veux ça aussi, je vais essayer de faire ça. Je temporise avec les sorts de la brèche parce que je ne veux pas les lancer, sinon ça va aller dans ma défausse et je ne les veux pas. Ça va arriver dans un mauvais sens, le tirage ne sera pas bon. » Là, le tirage, vous le gérez de A à Z, c'est juste génial, c'est mortel quand vous faites un truc comme ça. Vous pouvez optimiser vos combos, vous pouvez créer des synergies de malade. Bien évidemment, des fois, ça ne marche pas parce que vous êtes obligé de lancer des sorts, sinon vous ne pouvez pas en fait tout temporiser, c'est impossible. Vous avez la pression du deck Némésis qui vous met une bonne pression en plus. Donc, ce n'est pas possible de tout temporiser, mais on essaye vraiment de faire au mieux et voilà, d'acheter des cartes, les mettre au-dessus de la pile. Donc, gros coup de cœur là-dessus. En point positif, on a un design de ouf. Franchement, moi, je kiffe le design. C'est un peu style comics manga. Donc, ça, voilà, ce système un peu
japonisant, je ne sais pas si ça se dit, qu'on va retrouver dans le jeu de cartes Aeon's End, qui est bien évidemment les guerres éternelles, hein, qui n'est pas le premier Aeon's End. On va avoir aussi un rythme très soutenu, on va avoir ce côté deck building très sympa, mais en même temps déroutant, qui casse le genre, mais qui vous permet d'avoir une autre méca hyper sympa dans le deck building. J'ai vraiment apprécié ce système de pioche qui n'est pas aléatoire du coup et qui pourrait un peu broken vos parties. Donc ça c'est bien. Bien évidemment, hein, vous allez être assujetti aux cartes ordre et si 2 fois la Némésis elle joue, bah, elle vous met dedans et puis bah, voilà, ça fait partie aussi du jeu. Il faut bien qu'il y ait une part aussi de chance à l'intérieur. Une bonne replay value. Moi je vous ai dit, j'ai fait à peu près une dizaine de parties. J'ai reçu là le jeu de Matagot il y a à peu près 3-4 jours. Et j'ai enchaîné quand même une bonne dizaine, voire je pense une bonne vingtaine de parties, parce qu'il y a un goût de reviens-y, parce que quand tu as fini ta partie et que tu as perdu sur le fil, tu dis non, bah, il faut que je recommence, etc. Chaque grand monstre, donc je vous les rappelle, hein, il y en a 4 à l'intérieur, les 4 grands monstres que vous allez avoir donnent un gameplay totalement particulier, des effets de déchaînement totalement particuliers, des points de vie qui sont vraiment pas pareils. Un certain monstre va vous dire, lui, il se prend jamais de points de vie, de points de dégâts, pardon, mais vous devez tuer tous ses acolytes. Du coup, c'est compliqué de tuer tout le monde. L'autre va vous dire, il a 100 points de vie, etc. Il y a plein de trucs à faire, bien évidemment. Hein. Cette boîte est totalement jouable avec la toute première édition, il n'y a aucun problème. Moi, en tout cas, un gros coup de cœur là-dessus. J'ai vraiment apprécié mes parties. Je pense que ça va sortir très souvent chez moi. En plus, ça joue solo, c'est très bien, il n'y a aucun problème. Il y a une très bonne synergie. On va dire que le point négatif qu'on peut retrouver dedans, c'est, on va dire, l'aléatoire des cartes ordre et puis des cartes Némésis quand vous allez les tirer qui peuvent vraiment comboter. Et là, vous allez vous mettre dedans. Sachant que le deck Némésis va avoir le niveau 1, le niveau 2 et le niveau 3. Plus vous allez en fait creuser à l'intérieur et sortir des cartes, plus ça va être balèze de les contenir. Donc à vous aussi d'essayer de rythmer, de temporiser vos parties. Voilà, le système des brèches ouvertes, je trouve ça très intelligent, très bien. Le système de pivoter les trucs, ils viennent tous ensuite avec des brèches qui ne sont pas pareilles. Il y a Culus qui vient avec 2 brèches ouvertes. Si on prend une autre personne, il a une brèche ouverte, mais il a des cadrans qui sont un peu plus sympas. D'autres brèches, vous allez les ouvrir parce que quand vous l'ouvrez, il y a écrit plus 1 de dégâts, bah, c'est hyper avantageux, donc vous allez vite essayer de canaliser et de centraliser votre brèche fermée pour qu'elle devienne ouverte. Franchement, c'est un excellent jeu, une très bonne découverte. J'attendais pas un truc de fou quand tout le monde me disait Aeon's End, c'est un truc de malade, essaye. Je me suis dit, ouais, ça a l'air d'être voilà, un truc sans plus. Bah non, bah franchement, j'ai été hyper bien. Ça se dit pas accueilli, non, ça se dit pas en fait. Bah, hyper bien surpris de découvrir un truc vachement bien, sachant qu'il y a plein de héros dedans, vous pouvez faire plein de decks assez sympas. Le marché, vous pouvez le changer, il y a des cartes génériques que vous pouvez tirer aléatoirement, machin, pour vous mettre en place les 9 cartes du marché où vous allez pouvoir acheter, voilà. Plein de trucs assez sympas. Aeon's End, si vous aimez les deck building, vous devez être dans l'obligation de l'avoir dans votre collection, parce que ce soit la première ou la deuxième version, mais c'est vachement bien et c'est un jeu qui a le mérite d'être dans votre ludothèque. Voilà, cette vidéo sur Aeon's End est finie. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à rejoindre le Discord et à suivre sur Facebook, Twitter ainsi qu'Instagram. Tous les liens seront directement dans le descriptif de la vidéo. N'hésitez pas à me mettre en commentaire aussi, vous, si vous êtes adepte d'Aeon's End, la première version ou la deuxième, et si vous attendez maintenant, comme moi, drogué que je suis, le côté Legacy, en espérant que Matagot va nous le donner, entre guillemets, parce que là, on peut pas, vous pouvez pas, Matagot, nous laisser comme ça. Donc il va falloir sortir le Legacy aussi. C'est obligatoire ça, messieurs, dames. En plus, il y a de la thune à se faire. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve d'ici là pour une autre vidéo, peut-être une partie d'Aeon's End, qui sait. Portez-vous bien, des bisous partout, restez prudents, ciao ciao.